Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va t'amener visiter la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, on se trouve à 40 km de cette fameuse capitale, sur la côte. On est ici bien spécifiquement parce que c'est ici même, à cet endroit, que l'histoire d'Abidjan a commencé. Donc Abidjan, ça n'a pas été tout de suite la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'était ici, à Grand-Bassam, et on va t'expliquer tout ça. C'est pas pour rien qu'on se trouve devant le bâtiment qui se trouve juste là. C'est l'ancien bâtiment des postes et des douanes qui date de la colonie française. Pendant tout un temps, il est devenu la maison du patrimoine. Actuellement, j'ai l'impression en tout cas qu'il est à l'abandon, mais tu peux toujours voir une magnifique architecture coloniale et je pense qu'on va en voir un petit peu plus dans cette ville. On va vite te présenter tout ça et après on se retrouve à Abidjan. Allez, c'est parti! Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Bonjour monsieur, est-ce que c'est toujours la maison du patrimoine ici? Ah, ils vont en faire un musée contemporain? Ah d'accord, ah donc ça va être réhabilité? Réhabilité, ouais. Ok, d'accord. Vous êtes le gardien? Le vigile. Ah, le vigile, ok. Le vigile. Ok, d'accord, merci. Latte de bois. Et donc c'était l'ancienne poste? Oui, poste, douane. Douane? Et ça a déjà été rénové une fois? On peut voir là, il y a déjà eu des travaux? On va voir Grand-Bassam d'en haut? Allez. Donc ici c'était le bureau du directeur des douanes et de la poste et en fait avant il n'y avait pas toute cette végétation mais on peut le voir là au fond, il voyait directement l'océan et les bateaux qui arrivaient et le wharf, donc le pont des bateaux, il était construit juste en face donc il pouvait tout contrôler de son bureau sans sortir. Les colons, quand ils sont arrivés dans les années 1800, ils sont venus avec leurs propres briques pour pouvoir construire les bâtiments coloniaux. Donc les briques, elles étaient importées d'Europe. D'autres parties du bâtiment ont même été emportées en kit, comme tout ce qui est les persiennes et le bois, et toutes les parties métalliques de la toiture. Donc les premiers colons français, ils sont arrivés ici en Côte d'Ivoire à Grand-Bassam en 1842. Donc le roi français avait envoyé une mission pour explorer la côte et surtout le golfe de Guinée parce que les Français avaient peur de l'implantation progressive des Anglais. Donc les premiers Français, ils sont arrivés ici en 1842. Ils ont signé un traité avec les populations locales. Ils ont occupé le territoire et en contrepartie, ils devaient protéger le roi qui était ici installé dans la région de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement en 1893 que la colonie française s'est officiellement installée à Grand-Bassam et que c'est devenu le territoire des Français. C'était aussi très pratique parce que c'était sur la côte, ça permettait d'aller explorer et conquérir le nord et l'intérieur du pays. Donc à l'époque, en 1893, Grand-Bassam est devenu la capitale. Dans tous les territoires de la colonie française en Afrique, c'est à Grand-Bassam que passaient les 2/3 de l'économie de la colonie. Donc c'était énorme, c'était un grand port commercial d'export. Derrière moi, c'est la CFAO, donc c'est l'ancien siège de la Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, ils étaient positionnés ici, juste en face de la lagune, parce que les bateaux à vapeur, ils rentraient ici et ils acheminaient la marchandise par la lagune. Aujourd'hui, le bâtiment est abandonné, mais le hangar principal est encore utilisé aujourd'hui et c'est un atelier de menuiserie. Et alors c'est assez marrant que ce soit un atelier de menuiserie aujourd'hui parce que Grand-Bassam a basé une grosse partie de sa fortune sur le traitement et l'exportation du bois de cajou. Donc à l'époque c'était un bois qui était très en vogue et qui était exporté un petit peu partout à partir d'ici. Bonjour, ça va bien?
Il y a une ambiance toute particulière dans le vieux quartier France, comme on l'appelle ici à Grand Bassam. On a beaucoup aimé s'y promener pour ressentir cette atmosphère de vieille ville coloniale abandonnée tout un temps. Certains bâtiments sont abandonnés, d'autres sont habités et certains sont squattés. Il semble faire bon vivre à Grand Bassam, mais en discutant avec ses habitants, on comprend que la ville, auparavant attrayante pour ses plages, se vide de ses visiteurs au profit de Hassigny, une autre ville côtière récemment connectée à Abidjan par l'autoroute contournant Grand Bassam. Il en reste néanmoins un intérêt historique indéniable, une richesse architecturale toute particulière et un accueil hyper chaleureux de ses habitants qui rendent Grand Bassam unique. Bonjour, ça va? Si on veut boire un verre, on me demande d'ici, c'est ça? Tu l'as compris, on a adoré cette petite ville. Derrière la caméra. Merci. On joue comme ça, on met 4 cartes dans chaque niveau. Et quand elle tombe dans le trou, ce que je gagne, c'est le tas qui est en face. Donc il faut faire le calcul, moi tomber dans un trou vide, tu gagnes le tas qui est en face qui est ta récompense. Comme te disait Mathieu au début de la vidéo, aujourd'hui la capitale c'est Abidjan. Et en fait cette capitale s'est déplacée de Grand Bassam à Abidjan au début du XXe siècle parce qu'il y a eu une énorme épidémie de fièvre jaune ici à Grand Bassam et ça a décimé 75% de la population française qu'il y avait ici à Grand Bassam. Donc ils ont voulu changer de lieu pour s'éloigner de la lagune qu'il y a ici à Grand Bassam, s'éloigner des moustiques et de toutes les infections qu'il pouvait y avoir ici. Le site d'Abidjan a été choisi parce que la colonie avait besoin de d'étendre et d'avoir un plus grand port. Et donc petit à petit, toute la capitale s'est déplacée à Abidjan, mais aussi le port. Et donc ici, à Grand Bassam, il n'y avait plus rien. Et petit à petit, la ville s'est détériorée. Et maintenant, c'est pour ça que les bâtiments coloniaux sont en ruine. Celui-là, il y a le sucre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Nous voilà enfin à Abidjan. Après Grand Bassam, la capitale a été déplacée ici en 1934 par la colonie française. Et ici même, dans ce quartier, sur le plateau, c'est là que la colonie s'est installée en premier lieu et c'est là qu'elle a installé tout le centre administratif de la capitale. Aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, la capitale administrative est toujours ici, au plateau, à Abidjan. Et tu peux le voir derrière moi, ça a bien changé. Il y a pas mal de tours de bureaux et on sent tout de suite qu'on est dans le centre administratif de la ville. On va d'abord te parler ici de la cathédrale Saint-Paul. Elle a été construite dans les années 80 sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, juste après l'indépendance. C'est la deuxième plus grande cathédrale d'Afrique. Elle a été construite pour être vraiment un symbole dans le skyline de la ville d'Abidjan, pour être repérable de n'importe où. L'élément majeur de cette construction, c'est la grande structure qui fait 70 mètres de haut, qui est à l'avant, qui représente la croix de Dieu, avec les bras ouverts pour dire bienvenue à tous les gens qui arrivent à Abidjan. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais c'était surtout pour montrer que Dieu accueillait tous les croyants. Et cette fameuse croix, elle est reliée au reste du bâtiment par des câbles, et donc du coup, la croix s'élève au-dessus du bâtiment. Et dans tout le reste du bâtiment qui a ici allongé, ça fait 4000 m², c'est énorme et ça peut accueillir jusqu'à 4500 croyants. Alors comme tu peux le voir, la cathédrale est en relativement bon état, elle est même en très bon état de conservation. Ça n'a pas toujours été le cas car l'histoire de cette cathédrale a été très mouvementée. Après sa construction dans les années 80, il y a eu la crise économique. Ensuite, il y a eu plus récemment dans les années 2010 une grosse crise politique. En fait, il y a eu deux présidents au pouvoir. Il y avait le président Ouattara et le président Gbagbo qui se disputaient la présidence. Donc l'un était soutenu par la communauté internationale, l'autre par l'opinion publique du pays. Il y a eu une guerre ici durant cette crise politique, on appelle ça la guerre d'Abidjan.
et la cathédrale a été bombardée. Entre-temps, elle a été reconstruite à coût de gros moyens parce que la rénovation a coûté énormément de sous au pays. Cette église elle a été réalisée durant la période moderniste, donc voilà, c'est bien pour ça qu'elle est faite en béton. Et il y a plein de petits détails hyper intéressants quand tu l'observes attentivement. Il y a notamment cette grosse gouttière là, juste derrière moi, dans laquelle évidemment l'eau tombe et arrive dans un gros vase qui collecte l'eau de pluie. Ensuite, il y a cette grande place là, juste derrière moi, qui t'accueille. Et après, il y a ces longs escaliers qui sont courbes, ça te fait comme des sortes de petites vagues, là tu le vois aussi derrière moi, et ça t'amène à l'église. Ensuite, le chœur de l'église se trouve en plein milieu de l'église, donc il y a l'autel, le chœur de l'église, et puis une rangée de bancs devant et une rangée de bancs derrière. Et donc c'est bien pour ça qu'il y a en fait deux entrées principales. Celle-ci, d'un côté, celle qui est juste là-bas, de l'autre, et au milieu, cette toute petite porte de service. C'est une forme d'église assez atypique qui montre vraiment l'esprit de modernisation vers lequel le président de l'époque, Houphouët-Boigny, voulait se tourner. Il voulait vraiment faire de Abidjan une ville hyper moderne. Et ça, tu vas le voir, on le retrouve un petit peu partout dans la ville. Et alors juste en face de l'église, il y a un arbre très connu à Abidjan dans lequel il y a plein de chauves-souris. Donc tout ça, ce sont des chauves-souris qui sont évidemment la tête renversée. Et si on revient un petit peu plus tard, vers 18 h, tu les vois toutes s'envoler et chercher de la nourriture. Ça fait un nuage de chauves-souris mouvant dans le ciel. Bon, c'est la pluie ivoirienne, hein. On est abrité. Et heureusement qu'on est abrité parce que je crois qu'on va devoir attendre un petit temps là. Oh là là. Là c'est de la bonne pluie, hein. Là c'est de la bonne pluie. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans les années 1960, Houphouët-Boigny, le président de l'époque, a vraiment voulu faire de Abidjan une capitale résolument moderne. Et ici, on est au plateau et c'est le meilleur exemple de cette volonté de faire de Abidjan une capitale vraiment tournée sur l'avenir. Et là, derrière moi, il y a un bâtiment qu'il faut absolument qu'on te présente qui s'appelle la pyramide. Donc le bâtiment porte bien son nom. Il a tout de suite été nommé comme ça à cause de sa forme, comme tu peux le voir. Il a été construit dans les années 70 par un architecte italien. Il reflète très bien le mouvement moderniste et un mouvement en particulier du modernisme qui s'appelle le brutalisme. Tu peux le voir, c'est parce qu'il a une forme vraiment très angulaire, il a une structure en béton qui est très expressive. Ça, tu vas le voir, c'est à l'intérieur. On a eu l'occasion de pouvoir rentrer dedans, tu vas voir, c'est très intéressant. Alors avant de te montrer l'intérieur, je me suis réfugié 2 secondes à l'ombre pour te parler de l'extérieur du bâtiment. Tu vois, il y a ces brise-soleil là qui évidemment permettait de protéger le bâtiment du soleil. Il y a aussi une deuxième raison, tu vas le voir à l'intérieur, c'est qu'il y a un immense espace vide qui permet d'avoir une assez grande monumentalité. C'est très joli, mais ça ne permettait pas d'avoir une surface rentable de location pour les bureaux, car c'est un bâtiment de bureau. Bon, j'ai dit que c'était un bâtiment de bureau, mais pas que, car au rez-de-chaussée, il y avait quelques commerces quand même. Et puis à l'étage, tout en haut, il y avait une salle de conférence et un restaurant. Là, tu peux voir l'espace vide qu'il y a à l'intérieur. C'est un immense espace
qui crée une monumentalité. C'est très joli à l'intérieur, tu vois toute la structure du bâtiment, tu vois vraiment toute la massivité du béton qui est bien caractéristique du brutalisme, ce mouvement en vogue à l'époque. C'est bien pour ça qu'il a été construit dans ce style-là. L'idée du président de l'époque, Houphouët-Boigny, était vraiment de faire de Abidjan une vitrine de la prospérité. Le pays avait beaucoup d'argent à cette époque-là parce qu'il commençait l'exportation du cacao vers le monde entier. Encore maintenant, la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao au monde. Alors on a réussi à rentrer à l'intérieur de la tour de la pyramide et comme tu le vois derrière moi, c'est très sombre et c'est bien pour une raison, c'est parce que le bâtiment est à l'abandon depuis les années 2000. Il y a cet immense espace vide au milieu qui était dédié à la circulation et qui du coup réduisait les espaces de location et de bureaux qui sont en périphérie. Donc ça coûtait très cher à maintenir et aussi ça coûtait très cher à ventiler et à climatiser parce qu'il y avait des dépenses énergétiques énormes et donc un coût du bâtiment qui était énorme. C'est très impressionnant de voir vraiment l'expressivité de la structure. Tu vois vraiment la structure en pyramide là depuis quand on est à l'intérieur et puis tu vois tous ces étages qui regardent vers l'homme là. Au milieu, c'est vraiment magnifique. Tu vois la massivité aussi du béton, c'est assez fort et c'est vraiment bien ce qui caractérise ce mouvement brutaliste des années 60. Alors actuellement, le bâtiment est encore en ruine et en état de dégradation. Mais ça risque de changer car il y a beaucoup de projets pour transformer ce bâtiment en quelque chose d'artistique, comme un centre d'art, un centre d'exposition. On ne sait pas encore très bien, mais il a été racheté par l'État et l'État compte investir beaucoup d'argent dedans. En ce moment, il y a une exposition à l'extérieur d'artistes, comme juste derrière moi. Il y a un Espagnol, un Français et 4 Ivoiriens qui ont participé. Ça va amorcer le début des travaux qui devraient ne pas tarder à commencer. Voilà, maintenant on va continuer notre visite, c'est parti. Le quartier du Plateau n'est qu'une toute petite partie de la ville d'Abidjan. Déjà à l'époque coloniale, Abidjan comptait différents quartiers. Si les colons avaient décidé de s'installer sur le plateau, ils ont aussi décidé où les natifs, travaillant le plus souvent pour eux, pourraient ou plutôt devraient s'installer, à Tricheville et à Adjamé. Ces 2 quartiers ne sont pas choisis au hasard. L'un est séparé du plateau par la lagune et l'autre par un camp militaire. Il y a donc un cordon sanitaire qui permet une ségrégation entre les colons et les indigènes. Ce serait mentir de dire qu'aujourd'hui la ségrégation a totalement disparu, car comme dans beaucoup de villes, il y a à Abidjan des quartiers ultra protégés dont une minorité de personnes ont accès. Mais il y a bien une classe moyenne vivant à Abidjan, notamment dans le quartier de Cocody. C'est d'ailleurs dans ce quartier que le fameux président Houphouët-Boigny fait construire en 1963 l'hôtel Ivoire. Au bord de la lagune, juste en face du plateau, se trouve l'hôtel le plus grand, le plus haut, le plus luxueux d'Afrique pour l'époque. On a changé de quartier, on est maintenant à présent au quartier de Cocody qui est en face du plateau et ça a été le nouveau quartier construit juste après l'indépendance. Un quartier assez mixte et assez populaire. Le plus gros chantier qu'il y a eu dans ce quartier, ça a été l'hôtel Ivoire, qui se trouve derrière moi, donc avec cette grande tour, cet énorme bâtiment qui est un centre de conférence et une autre partie derrière qu'on verra plus tard. C'est un projet qui a été entrepris toujours par le premier président de la Côte d'Ivoire,
Houphouët-Boigny qui voulait également, avec la même idée que la pyramide, mettre en avant la richesse du pays et montrer la modernité de la capitale Abidjan. Donc cet hôtel, il fait partie de tout ce plan de modernité de la capitale et il est vraiment le miroir de la richesse du pays à l'époque. Pour vraiment mettre l'accent sur la modernité, Houphouët-Boigny, il a voulu faire appel à un architecte israélien qui n'est rien d'autre que l'architecte qui a construit le Ducor Palace à Monrovia qu'on t'a montré dans une précédente vidéo. Le Ducor Palace à Monrovia, c'était pendant longtemps le symbole de l'hôtel de luxe en Afrique. Et Houphouët-Boigny, il voulait prendre le même architecte pour recréer un hôtel de luxe à Abidjan et mettre en avant la capitale. Donc là derrière moi, on peut voir une partie de la piscine. Il faut savoir que l'hôtel totalise pas moins de 7500 m² de piscine, donc c'est énormissime. On a l'impression aujourd'hui que toutes les parties ne sont pas traitées comme ici. Là, l'eau est un peu verte, donc à mon avis, aujourd'hui, tu ne peux plus t'y baigner. Mais il y a d'autres parties où l'eau est traitée et où tu peux te baigner. Mais imagine 7500 m² de piscine. Donc c'est un peu à l'image de l'hôtel, c'est faire tout en grand pour faire le plus grand, le plus moderne, le plus luxe d'Afrique. Et à l'époque de sa construction, il y avait même une patinoire. Donc c'est pour un peu que tu te rendes compte de l'exagération et de l'immensité de cet hôtel. Tout au long de l'histoire d'Abidjan, l'Hôtel Ivoire a évolué. Il a été un peu à l'image des crises du pays, à l'image des crises politiques et des crises économiques qu'il y a eu. Et c'est Sofitel maintenant qui a racheté le complexe. Alors on n'est pas forcément des habitués des hôtels de luxe, mais c'est hyper impressionnant de venir ici. On se rend vraiment compte que 50 ans plus tard, le bâtiment est toujours aussi luxueux, je pense qu'on peut le dire. Et on se rend bien compte de l'aura que ce bâtiment devait avoir à l'époque où il a été construit. Je pense que ça devait être impressionnant, surtout quand tu rajoutes la petite patinoire extérieure. On aurait bien voulu en faire, mais comme Agathe l'a dit, elle a disparu entre-temps. Parce que pendant tout un temps, l'hôtel a été inoccupé. Maintenant, il a été réhabilité et il est quasiment dans sa configuration d'origine. Donc ça nous donne un petit peu une idée vraiment de la richesse du pays à l'époque. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est que l'argent coulait à flot. Vraiment, il faut le dire, à l'époque de l'indépendance, vraiment le premier président, Houphouët-Boigny, avait vraiment tourné son économie sur l'exportation du cacao, du café et de plein d'autres denrées agricoles, ce qui a vraiment tourné le pays vers la modernité et qui a permis au pays de se développer à une vitesse folle. On se rend compte encore maintenant, c'est vraiment une ville tournée vers l'avenir et d'ailleurs en construction en ce moment. Eh ben, il y a juste la plus grande tour d'Afrique qui devrait dépasser les 400 mètres. Voilà. Je pense que ça donne encore une bonne idée de ce qu'est Abidjan en ce moment. Une ville, je pense, toujours autant tournée vers la modernité. C'est sûr que t'as pas pris une route en travaux où on peut pas aller, hein? Non, non, c'est l'avenue principale de Yamoussoukro qui ressemble plus à une autoroute qu'à une route, mais bon, c'est agréable, il n'y a pas d'embouteillage. Ah ouais, là on n'a pas de problème d'embouteillage. Alors on va terminer cette vidéo sur Abidjan, non pas à Abidjan, mais dans une autre ville, à Yamoussoukro. Tu le vois juste derrière moi. Il y a une immense basilique et on va te présenter tout ça. C'est le dôme de la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est la plus grande basilique au monde. Elle se trouve ici à Yamoussoukro. Elle est vraiment immense, c'est démesuré. Un petit peu comme toute la ville en fait, parce qu'elle a été construite non pas au milieu de rien, mais à la place d'un village qui s'appelait bien Yamoussoukro et qui était en fait le village de naissance du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Tu le vois derrière moi, la ville n'est pas très grande, mais il y a des bâtiments monumentaux pour une bonne raison, c'est que Félix Houphouët-Boigny, il a voulu faire de cette ville la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Alors ça n'a pas forcément marché parce que actuellement c'est toujours Abidjan qui est la ville première économiquement mais aussi en partie politiquement. Il n'y a jamais eu énormément de décisions qui ont été prises ici, c'est seulement depuis 2019 qu'il y a le Sénat qui est installé là. Sinon, il n'y a rien d'autre. Houphouët-Boigny, il l'a quand même nommé capitale politique en 1983, donc lorsqu'il était encore président, et depuis, ça n'a toujours pas changé, même si dans les faits, voilà, tout se passe à Abidjan. Pour te donner une ordre d'idée, dans cette ville, il y a 300 000 habitants, et à Abidjan, il y en a 4 millions, un petit peu plus que 4 millions même. Alors quand je dis que c'est une ville de la démesure, je pèse mes mots, parce que ici, toujours dans cette basilique, il faut bien te rendre compte que depuis le portail là-bas, d'entrée, jusque à l'hôtel, qui se trouve donc en plein milieu de la basilique, il y a 1 km
et c'est juste 1 km de marbre. Et au total, il y a 700 000 mètres carrés de marbre partout dans cette basilique. Et du marbre en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Donc évidemment, il venait d'où? D'Italie. Et il a été amené d'Italie en avion ici pour être installé dans la basilique. Ce n'est pas le seul matériau qui a été importé et qui a été posé ici. Les vitraux aussi. Et c'est à nouveau le plus grand nombre de vitraux au monde. Ils ont tous été importés de l'Europe et confectionnés par des maîtres vitriers français. Ce bâtiment, il fait référence à un autre édifice, il fait même plus que référence, c'est quasiment une copie de la basilique Saint-Pierre de Rome. On pourrait croire que c'est un peu stupide de faire exactement une copie d'un bâtiment qui existe déjà, surtout un bâtiment religieux, et pourtant ça n'a offusqué personne parce que ici, en 1990, Jean-Paul II est venu et a consacré la basilique. Donc si même le pape accepte la construction de la basilique, qui est une copie, ben, je pense que tout le monde va l'accepter. Alors on va maintenant redescendre. On a 290 marches à descendre parce que les ascenseurs sont en panne. Donc on a un superbe escalier en colimaçon à descendre juste ici. C'est pas le plus confortable des escaliers. Et donc cet escalier, il se trouve à l'intérieur d'une colonne. Il y en a 12 des colonnes comme celle-ci, certaines avec des ascenseurs, certaines avec des escaliers. Et malheureusement, l'ascenseur est en panne. Donc voilà. La descente est toujours plus facile que la montée. Mais tu as quand même l'impression de bien tourner en rond parce que la hauteur fait plus de 28 mètres. Alors comme disait Mathieu, c'est vraiment la ville de la démesure parce que derrière moi, tu peux le voir, c'est le palais présidentiel que Houphouët-Boigny a fait construire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'intérieur, il est fermé, on ne peut pas le visiter. Mais surtout, ce qui est vraiment de la démesure, c'est que devant son palais, il a fait construire une fausse mare et il a mis des caïmans. Donc voilà, c'est les seuls caïmans qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils sont ici, dans cette mare, et c'était les caïmans du président. Bon, tu peux voir sur le panneau, les caïmans existent vraiment. Nous, on n'a pas réussi à les voir, c'est quand même une grande mare. Mais peut-être en s'approchant, on aura un peu plus de chance. Bon, on n'a pas réussi à les voir, mais c'est pas très grave. C'est sur cette jolie petite note que la vidéo se termine. On espère que cette vidéo t'a plu. On t'aura montré 3 capitales de la Côte d'Ivoire et ça retrace aussi toute l'histoire du pays. Et voilà, cette vidéo s'achève là-dessus et on reprend la route. Et cette fois-ci, on va direction un petit village sur l'île de Tiagba. Donc tu verras, ça promet d'être sympa. On vient de repeindre Ascarena avec du jus d'ananas. Putain, j'en ai partout. En fait, on a acheté du jus d'ananas naturel hier. On l'a laissé dans la glacière et je pense que la glacière s'est éteinte cette nuit. Ça a dû macérer. Je l'ai ouvert. Ça a fait champagne shower partout dans la voiture. Il y en a partout, c'est dégueulasse. C'est hyper sucré, ça va être collant de partout. C'est bien ça. C'est bien ça, juste avant de faire 5 heures de route. Voilà, bon ben on est parti. On nettoie là, c'est pas possible.